Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus réseaux sociaux, devoirs en ligne, jeux vidéo. Les écrans s'invitent partout à la maison. Alors pour apprendre à garder le contrôle, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis aujourd'hui, on découvre une initiative qui a pour objectif de reconnecter les enfants au vivant dans un quotidien de plus en plus urbain où la nature est parfois tenue à distance. Le lien avec les animaux se fait plus rare et pourtant, ce rapport au vivant joue un rôle clé dans le développement des enfants, dans leurs émotions, leur rapport aux autres et aussi à leur environnement. Alors comment recréer ce lien au cœur même des villes? On en parle avec notre invité Edgar Bonvalot. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes fondateur du Monde de Noé. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours? Ah, lequel? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était bien à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange chez Gâteau? Pas tout de suite, ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là, c'est parfait pour la photo. Attention! Tu veux voir la photo? Carrément. Oh, passe-la-moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. Aujourd'hui, dans l'École du Futur, nous nous intéressons à une autre manière d'apprendre, une approche qui passe par l'expérience, le corps, les émotions et surtout le contact avec le vivant dans un lieu qui propose de reconnecter les enfants, mais aussi les adultes au monde animal, en plein cœur des villes, à travers des expériences immersives. C'est à découvrir tout de suite dans la première partie du talk. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui en plateau Edgar Bonvalot, fondateur de Le Monde de Noé. Alors peut-être qu'on peut commencer par le plus simple, Edgar, présenter ce qu'est Le Monde de Noé. Tout à fait. Donc Le Monde de Noé, c'est un nouveau concept de loisirs éducatifs en ville qui s'adresse principalement à destination des familles. Donc c'est la première expérience immersive sur le monde animal. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est la première expérience immersive sur le monde animal. Donc en fait, il faut imaginer un espace indoor, intérieur, d'environ 200 mètres carrés, à l'intérieur duquel on est venu reproduire une nature enchantée, magique grâce à des décors et une scénographie à couper le souffle. Et à l'intérieur de ce monde magique, il y a tout plein de petits animaux domestiques qui sont des rescapés et qui ont élu domicile dans ce sanctuaire. Mais alors, en quoi le monde de Noé va se distinguer finalement, j'ai envie de dire, d'un zoo ou d'une ferme pédagogique classique? Alors, plusieurs points. Donc déjà, évidemment, il y a la localisation. Donc nos différents centres Noé sont au cœur des villes, tandis que les zoos et les fermes pédagogiques vont être plutôt à l'extérieur car ils ont besoin de beaucoup d'espace. Ensuite, il y a évidemment les animaux. Donc les zoos vont présenter de la faune sauvage et plutôt des animaux de grande taille, alors que nous, on est vraiment quasi exclusivement sur de la faune domestique. Les fermes pédagogiques, elles, vont aussi présenter des animaux domestiques, mais des animaux de ferme. Nous, on a un éventail d'animaux domestiques bien plus large. Ensuite, il y a évidemment le côté confidentiel. Un zoo ou une ferme pédagogique, on va surtout être spectateur, on va regarder des enclos, on va pas forcément avoir d'interaction avec les animaux. Nous, on va permettre, vu qu'on y reviendra ensuite, l'expérience est en tout petit groupe, on va permettre une interaction privilégiée. Les visiteurs vont pouvoir caresser, nourrir,
et être au plus près des animaux. Donc il y a ce côté confidentiel. Et enfin, dernier point très très important, nous, quand on vient au monde de Noé, les visiteurs sont transportés dans un autre univers. Il y a tout un storytelling, une scénographie. Donc en fait, ce côté un peu enchanté, aventure, exploration, c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans les zoos ou dans les fermes pédagogiques. Donc on est vraiment un concept unique en Occident et on a la volonté de le développer. Et on va continuer à en parler, bien évidemment. On va découvrir un petit peu plus en profondeur ce que vous faites. Mais alors avant ça, à qui s'adresse le monde de Noé? Est-ce que c'est plutôt aux enfants, aux adultes, aux scolaires, aux familles? Alors le monde de Noé, donc, ça s'adresse aux urbains et on va dire aux humains en manque de contact animal en général. Mais donc oui, notre cible principale, c'est les familles. Donc ça va être des particuliers qui viennent avec leurs enfants les mercredis et les week-ends. Donc on a 2 sessions. On a un peu notre session classique qui est la session explorateur pour les enfants à partir de 4 ans. Et ensuite on a aussi une session éveil, donc pour les tout petits, pour donc les familles qui ont des enfants entre 1 et 4. Donc les 2 expériences sont un peu différentes. Et ensuite, comme vous disiez, bien évidemment, on essaye donc d'accueillir de temps en temps des scolaires. On permet aussi l'organisation d'anniversaires. Et de plus en plus, on commence à aussi accueillir un public d'entreprises. Donc voilà, des entreprises qui ont envie que leurs collaborateurs passent un bon moment et surtout apprennent sur la biodiversité et donc se sensibilisent un peu aux enjeux de protection de la biodiversité. Bon, alors on va continuer à en parler, on va rentrer dans les détails, comme promis, je vous assure, je ne tease pas pour rien. Mais avant ça, comment est né le monde de Noé? Je crois que c'est une aventure entre frères. Tout à fait, donc c'est une aventure familiale. Nous, voilà, c'est vrai qu'avec mon frère qui m'a vite rejoint dans l'aventure, un de mes petits frères, on a eu la chance donc, de grandir avec des animaux à Paris. On a eu aussi la chance donc, d'avoir des parents très tournés vers l'aventure. Donc on a aussi beaucoup fait de voyages l'été, dans la jungle, on a fait beaucoup de plongées. Donc c'est vrai que nous, c'est quelque chose à laquelle on a toujours été exposés et été sensibles. Et il y a quelques années, on a fait un voyage extraordinaire à travers les îles Galapagos, qui est un des derniers sanctuaires de la faune sauvage sur Terre. Donc là, ce qu'on a vu, c'est-à-dire en fait une faune sauvage qui n'avait pas bougé depuis des centaines de millions d'années, on a ressenti des choses qui étaient très fortes. Donc dans le milieu un peu animalier, on appelle ça une épiphanie de nature. Donc on a ressenti ces choses-là et on s'est dit mais en fait c'est dingue parce que on va revenir à Paris. De nouveau, on va raconter à nos amis ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti. Ils sont bien élevés, donc ils posent des questions. Mais dans les faits, ils n'en ont pas grand-chose à faire parce que ça ne leur parle pas. Mais en revanche, ces mêmes amis, ce sont eux qui parlent d'écologie et de crise de la biodiversité dans les dîners parisiens, alors que finalement, ils ne sont pas vraiment connectés à tout ça. Et c'est ces mêmes amis qui, au même moment, en fait, ont commencé à avoir des enfants. Et donc, j'ai bien vu, par rapport à leurs enfants, notamment quand ils venaient chez moi et qu'ils pouvaient être en contact avec des animaux, que les enfants, eux, naturellement, il y avait un lien avec l'animal. Il y a l'absence de langage, il y a la pureté des émotions, il n'y a pas de calcul. Donc, assez naturellement, un enfant va faire confiance à l'animal et vice-versa. Le problème, c'est qu'en fait, en ville, en grandissant, l'enfant ne va pas être exposé à assez d'animaux. Et donc, du coup, ce lien va se détendre. Donc, il y a eu un peu ce thème de se dire, mais comment faire pour rapprocher les citadins du monde animal sans faire partir tous les Français aux Galapagos, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'en ville, on puisse recréer des lieux où, avec mon frère, ce qu'on a ressenti aux Galapagos, les Parisiens, les Lyonnais, etc., pourraient aussi le ressentir. Et ça, du coup, ça veut dire que dès le début du projet, vous aviez une ambition éducative forte ou finalement, ça s'est un petit peu agrégé au fil du temps? Le but du projet, c'était de se dire que notre relation au vivant, et comment est-ce que l'être humain se place par rapport au reste du vivant, c'est un des enjeux du siècle. Or, la plupart des humains vivent en ville, 80% des humains sont des urbains, donc c'est là que le gros se joue, mais or, ces urbains sont déconnectés du monde animal. Donc comment régler notre relation au vivant s'il n'y a pas de connexion avec le vivant? Donc dès le début du projet, le but c'était de trouver une solution pour faire ça. Et ensuite, sur donc la dimension éducative, c'est vrai que nous, on croit au pouvoir du renforcement positif. C'est-à-dire que, en fait, dire ne fais pas ci, dire des choses, en fait, rentrer aller un peu bousculer les gens dans leur zone de confort pour leur dire des choses pas agréables et les faire se réveiller sur certains sujets, c'est pas forcément très efficace. Il va y avoir un peu une réaction de rejet. Alors que finalement, faire vivre un moment incroyable d'émerveillement, de joie et donc
mettre les visiteurs dans cet état un peu second de béatitude, leur montrer à quel point les animaux sont magiques, et ensuite se permettre du fait qu'une fois qu'ils soient dans cet état un peu second, on puisse leur donner des messages de sensibilisation qui vont s'imprégner bien plus facilement. On savait que c'était ça l'axe qu'on voulait prendre. Bon, alors pour revenir sur le déroulé des visites, quand un enfant va arriver chez le monde de Noé, qu'est-ce qui se passe? Alors donc déjà, on est ce qu'on appelle une destination. Donc on est une expérience qu'on réserve en amont. Pourquoi? Parce que c'est des tout petits groupes et vu qu'on met quand même, on permet le contact avec des animaux, il faut un peu que tout soit très, très normé. Donc, une famille va réserver en ligne, par exemple pour samedi prochain, sur un créneau donné, son aventure au monde de Noé. Donc, par exemple, à 14h30 ce samedi. La famille va arriver à 14h30 devant les centres Noé. Et là, donc, un ranger va sortir, va venir les chercher, va les emmener dans le monde de Noé, mais ils arrivent tout d'abord dans une station de rangers, où en fait, il y a des rangers qui sont en train de travailler. On n'arrive pas tout de suite dans le monde magique des animaux, parce qu'arriver dans le monde des animaux, ça se mérite. Donc, il y a d'abord toute une petite histoire un peu immersive et un jeu de piste, un peu comme un escape game pendant 15 minutes. Et ensuite, une fois qu'on est digne de confiance de Noé le caméléon, on va emprunter un passage secret, qui est dans un des éléments du décor, et on va pouvoir arriver dans le monde magique des animaux. Donc l'expérience, elle se déroule en tout petit groupe. C'est 16 visiteurs maximum pour 2 rangers. Donc en fait, concrètement, ça revient à un ranger qui va s'occuper de 2 familles. Donc 15 minutes d'introduction. Ensuite, on arrive dans le monde magique des animaux où il y a 1 heure d'interaction et d'aventure avec les animaux. Puis à la fin, on est seulement invité dans ce monde magique, car on a été digne de la confiance de Noé, mais il ne faut aussi pas non plus troubler la quiétude de ces lieux. Et donc à la fin, on revient dans la station de ranger et il y a 15 minutes de débriefing de l'aventure, d'explication sur le fait, aujourd'hui vous avez été enchantés, vous avez compris que les animaux dans le monde sauvage sont en danger, et donc il ne faut pas s'arrêter là. L'aventure, en fait, elle ne s'arrête pas, elle fait que commencer, parce que maintenant, vous allez devenir des gardiens du monde animal et vous allez avoir un rôle à jouer en dehors des murs. Donc il y a un peu cette cérémonie à la fin. Vous proposez 3 écosystèmes, je crois, au cours de la visite. La prairie, la jungle, le camp de base. Alors pourquoi avoir choisi cette structure? On voulait vraiment cette notion d'exploration, d'aventure. On voulait que les visiteurs soient acteurs de leur rencontre et ne soient pas passifs. Donc proposer différents univers, ça permettait tout d'abord ça. Ensuite, avoir ces différents univers, ça permet de montrer un éventail assez large de la biodiversité. On n'a pas forcément besoin de singes ou de tigres pour aborder cette biodiversité. Donc à travers ces 3 espaces, on a différents types d'animaux. Dans le ranch, on va avoir des animaux à poil, on va avoir des furets, des cochons d'Inde, des lapins géants, des chinchillas, des rats domestiques, des gerbilles. Donc voilà, ce type d'animaux, plutôt mignons et avec qui la caresse est assez demandée par les apprentis aventuriers. Ensuite, on va avoir la jungle. Donc dans la jungle, on va trouver des perruches, on va trouver aussi des petits reptiles, donc des pogonades, des geckos, et on va aussi avoir donc des poissons, notamment des carpe-koi. Et enfin, donc le camp de base, donc c'est une tente d'aventuriers perdus dans la jungle. C'est là qu'on va trouver donc les invertébrés. Et ce qui est assez intéressant avec les invertébrés, mais aussi les reptiles, c'est que c'est des animaux sur lesquels on projette beaucoup de peur. Il y a des espèces de phobies, parce que ça ne nous ressemble pas, il y a un côté peut-être un peu visqueux, c'est des textures qu'on ne rencontre pas au quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand les visiteurs arrivent dans cette zone, il y a un peu un côté repoussoir immédiat. Et finalement, vu que c'est en tout petit groupe, vu que le ranger va leur montrer, petit à petit, ils vont finalement caresser des invertébrés, avoir sur le bras des reptiles. Et finalement, ça va très bien se passer. Et eux-mêmes, et notamment les adultes, parce que pour le coup, les enfants ont tendance à avoir moins peur car il y a moins eu de construction. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir un peu ces constructions imaginaires. Mais c'est vrai que les adultes sont souvent très, très surpris de comment, en quelques minutes, vu qu'on est dans un environnement très sécurisant et merveilleux, ils vont finalement aller au-delà de leurs craintes et nouer un contact même avec ce type d'animaux un peu plus bizarres. Alors, vous nous avez rappelé l'importance du storytelling dans cette aventure, notamment avec ce fameux caméléon aventurier, Noé. Alors, qui est-il et quel est son rôle au cours de cette aventure? Donc, Noé, c'est un caméléon, donc un furcifère Westality. C'est une espèce de caméléon qui vient de Madagascar.
Et sauf que Caméléon, son œuf, avant d'éclore, a été récupéré par un chaman. Et donc ce chaman faisait pas mal d'expériences et du coup un jour il a renversé une fiole sur l'œuf de Noé. Et donc Noé est né avec des pouvoirs. Noé est né avec des pouvoirs, il est bipède, il marche, il peut communiquer avec les humains, il peut communiquer avec tous les animaux. Et sauf qu'au cours de son enfance à Madagascar, malheureusement il a compris que la faune et la flore disparaissaient petit à petit. Et donc il s'est dit comment est-ce que je vais pouvoir aider mes amis les animaux. Et par chance, il nous a rencontrés, mon frère et moi, au Galapagos. Il était de passage ce jour-là. Et donc, il a compris avec nous qu'on pouvait être ses relais vis-à-vis des humains pour donc construire ces centres Noé, qui sont des centres éducatifs. Et depuis ces centres Noé, installer des passages secrets pour permettre aux humains qui ont fait preuve de curiosité et d'envie de pouvoir se rendre dans son monde magique, qui est l'oasis, et où se trouvent donc tous ces petits animaux qu'il a secouru. Car ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous les animaux qui sont dans le monde de Noé, ce sont des petits animaux qui ont été abandonnés, qui étaient donc dans des situations précaires, dans des refuges, et à qui on est venu offrir une seconde chance dans cet havre de paix qu'est l'Oasis. Bon, on va continuer à parler de l'Oasis en seconde partie d'émission et de tous ces animaux rescapés, mais d'abord cap sur la planète Tech. Images et vidéos, vous le savez, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. And it will be making us bacon cheeseburger pasta. Container A, noodles. Slider in there. Ground beef, onion, garlic, container B. Container number B. Container C, bacon, and container D, cheese. Container C, full of bacon. We chose mozzarella instead of cheddar, and here's all the containers. Next is our spices. They are all loaded up. We have our water and our oil back here, and we just push it in. Okay, it just turned on. What the fuck? Ah! There's the water. Oh, and this is the final look of the meal. All right. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien sûr, Edgar Bonvalot, fondateur du Monde de Noé, un véritable oasis enchanté dont on va continuer à parler tout de suite dans la seconde partie de l'émission. Edgar, avant de partir en pause, on a commencé à évoquer le déroulé des visites quand on vient dans l'un de vos oasis. Et j'aimerais qu'on revienne sur le rôle qu'ont les enfants durant cette visite. Est-ce qu'ils sont plutôt spectateurs, acteurs, explorateurs ? Alors, donc, les enfants, ils sont toujours ils ont une certaine appréhension quand ils arrivent dans les centres Noé, car ils arrivent donc dans une station de rangers avec des rangers qui sont en train de travailler. Et voilà, il y a un peu une certaine timidité.
Donc au début, il y a l'histoire immersive donc, qui commence, on leur montre des morceaux que les rangers ont ramenés d'expédition, on commence à leur raconter l'histoire de Noé, le caméléon, où on est. Donc la curiosité petit à petit s'éveille. Les rangers ont aussi donc, ce côté très animateur où ils savent y faire avec les enfants, notamment les rassurer et les faire participer. Donc en fait, sur les 15 premières minutes, petit à petit, ils vont progressivement prendre leur marque et donc participer, répondre aux questions des rangers, commencer à chercher avec les autres visiteurs où se trouve le passage secret. Puis ensuite, on arrive dans le monde des animaux. Donc quand on arrive dans le monde des animaux, c'est vrai que quand moi j'ai été le premier ranger initial, c'était mon moment préféré. C'est-à-dire que quand on arrive dans le monde magique et qu'on fait une traversée tout d'abord du monde magique, on voit l'émerveillement, on voit le regard des enfants donc, qui change. Et là, il y a un mélange de... En fait, il n'y a plus aucune gêne. Il y a une envie de découvrir. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu la timidité et la curiosité qui fait place à l'impatience. Et donc, ils veulent absolument se rendre au plus près des animaux, les caresser, etc. Et donc là, c'est vraiment le rôle des rangers de leur expliquer qu'il faut y aller petit à petit. Donc, on est seulement invité dans ces espaces de vie où se trouvent les animaux. Et donc, il faut aussi, entre guillemets, gagner la confiance des animaux. Donc, on va s'installer autour des animaux. On va souvent leur proposer un peu de nourriture. Et assez vite, le lien entre l'enfant et l'animal va se faire. Et donc là, c'est une expérience sensorielle. Ils vont pouvoir donc caresser, que ce soit des animaux à poils, à écailles, parfois avec donc des animaux qui ont des carapaces, comme les insectes. Et ils vont, l'enfant, notamment par rapport à l'adulte, de manière encore plus intuitive, va avoir ce besoin sensoriel de toucher. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, nous, nos animaux, effectivement, c'est aussi des animaux, on récupère uniquement des animaux qui ont un peu cette appétence naturelle avec l'humain, qui sont à l'aise avec les humains. Mais c'est vrai que souvent, parfois, il peut y avoir un lien spécial entre un enfant et un animal en particulier. Parfois, ça peut être d'une manière un peu plus indifférente. Chaque relation est un peu unique. Alors bien sûr, forcément, on se pose la question, et qui est cruciale dans ce genre d'expérience, c'est la question du bien-être animal. Comment est-ce que vous garantissez que les animaux ne soient pas sursollicités ? Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les lieux de vie, que ce soit les protocoles de gestion, et que ce soit donc comment on a organisé les interactions humains et animaux, tout a été fait donc avec des experts NAC. Donc NAC, c'est le type d'animaux qu'on présente, c'est ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Donc c'est des animaux domestiques de petite taille. Donc on travaille avec Thierry Bedossa, avec Mélanie Coquel, qui sont donc parmi les plus grands experts français. Donc tout a été pensé pour le bien-être animal. Donc, je vais vous donner l'exemple sur les interactions. En fait, nos interactions, elles sont extrêmement bénéfiques parce qu'il faut savoir qu'un animal chez un particulier, souvent, il va être seul dans sa cage. Les enfants ne vont pas forcément jouer de manière très régulière avec lui. Donc, nous, les visiteurs, ils viennent offrir une stimulation aux différents animaux. En revanche, il faut que cette stimulation, elle soit encadrée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire encadré ? Tout petit groupe, toujours sous la surveillance du ranger. Nombre de sessions limitées par jour. Donc, on propose seulement 4 sessions par jour qui sont espacées dans le temps. Et donc, finalement, en fait, un animal au monde de Noé, il va être en contact, on va dire une dizaine de minutes sur la journée avec des visiteurs. Et je précise aussi que tous les lieux de vie sont aménagés de sorte à ce qu'il y ait des zones de retrait. Si l'animal n'a pas envie de venir au contact du visiteur, il ne viendra pas. Vous apprenez aussi quelque part peut-être aux enfants à respecter les limites de l'animal. C'est peut-être l'un des objectifs aussi de cette expérience. Donc, outre le fait d'apprendre sur l'animal en question, ses particularités qui sont souvent assez extraordinaires, et également parler donc, du fait que leurs cousins du monde sauvage sont en danger, on va évidemment sensibiliser à 2 autres choses. La première, c'est l'adoption. C'est-à-dire que souvent, en venant au monde de Noé, on voit des animaux très mignons, ça peut donner envie d'en avoir chez soi. Et donc, il y a vraiment tout un discours sur l'adoption responsable. Oui, les animaux de compagnie, c'est une source de bonheur qui peut être formidable pour les familles. Ça permet souvent aux enfants de mieux grandir. Il y a eu tout plein d'études sur le fait de développer l'empathie, la confiance en soi. Donc, avoir un animal au sein d'une famille, c'est quelque chose de merveilleux, mais sous certaines conditions.
Donc voilà, il y a beaucoup de sensibilisation sur l'adoption responsable et aussi notamment au fait que lorsqu'on peut, lorsque c'est possible, prendre son animal de compagnie dans un refuge, car il y a tout plein de petites bêtes en détresse qui attendent une nouvelle famille. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, c'est qu'on est dans une expérience sensorielle où on va pouvoir venir caresser des animaux. Donc les animaux sont très mignons. Oui, parfois, il peut y avoir un petit côté, comme on voit dans les Disney, où on a un peu l'impression que ils sont trop choux, etc. Mais attention, un animal n'est pas une peluche, ce n'est pas un jouet. Donc il faut respecter l'animal dans son animalité. Et donc il y a aussi tout un discours sur ça. Qu'est-ce qu'un enfant va apprendre réellement, finalement, ce que vous voulez qu'il retienne finalement en repartant du monde de Noé? Il y a ces deux points-là. Est-ce que vous développez aussi d'autres choses, notamment, vous l'avez évoqué, l'empathie, peut-être la gestion de la peur aussi quand on passe du côté des reptiles? Alors, il y a l'empathie, il y a la confiance en soi, mais en fait, c'est surtout le fait de se rendre compte que l'animal, il est différent de nous, parce qu'il n'a pas forcément le même aspect, mais il a aussi plein de similarités avec nous, et notamment avec les enfants, parce que comme je disais, le langage chez les jeunes enfants, c'est un peu compliqué. Donc, l'enfant va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément... oui, l'homme peut faire partie d'une chaîne alimentaire, etc., mais en fait, l'homme n'est pas à côté du vivant. Il n'y a pas les hommes, puis la nature avec les animaux. Il y a le vivant, à l'intérieur duquel on fait partie. Et il y a une statistique qui est très stupéfiante et qui fait très peur, pour être franche, c'est qu'il y a 35% des enfants de primaire, j'ai bien dit 35% des enfants de primaire, qui ne savent pas que le nuggets vient du poulet. Donc il y a une sorte de dissonance cognitive, et ce qu'on essaye donc de montrer aux enfants à travers cette expérience merveilleuse, c'est que eux aussi font partie du vivant. Et finalement, protéger les animaux, c'est pas faire quelque chose par noblesse et parce que l'homme a atteint un stade de développement qui lui permet de protéger les autres espèces. En fait, c'est pas que ça. Protéger les animaux, c'est se protéger soi. Et une manière très simple de le voir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les animaux nous font du bien. Le contact animal nous fait du bien en tant qu'humains. Donc, en fait, le fait de respecter les animaux, c'est aussi se respecter soi. Est-ce que quelque part, vous avez aussi créé ce lieu pour répondre à un manque de notre système éducatif aujourd'hui, qui manque peut-être effectivement de lien avec l'environnement, la nature, le réel en fait? Alors, deux choses sur ça. Tout d'abord, effectivement, la question donc, de l'enseignement de l'écologie, de comment préserver la biodiversité. C'est sûr que je pense qu'on est un peu en retard dessus. C'est surtout des choses qui sont faites selon les appétences des familles et qui sont faites au sein des foyers. Donc oui, d'un certain côté, ça permet de tenir un discours sur l'écologie donc à des jeunes enfants. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième, c'est que, donc, notamment en France, même s'il y a des écoles qui se démarquent un peu en proposant plus ce type d'éducation, en France, on n'est pas encore beaucoup dans l'éducation par l'expérience, par le fait de faire, parfois se tromper, recommencer. Donc, par exemple, c'est vrai qu'en Suisse, il y a notamment, je pense à cet exemple, mais les métiers de l'artisanat qui sont très, très mis en avant très jeunes à l'école. Et donc, nous, c'est sûr que proposer une expérience donc, ludo-éducative où ils vont faire, ils vont s'amuser, et en fait, ils vont apprendre, mais ils vont apprendre sans s'en rendre compte. Ils vont passer un bon moment, rigoler, ressentir des émotions, puis ils vont sortir du monde de Noé, et en fait, ils vont ressortir transformés. Et nous, on pense que c'est vraiment beaucoup plus fort pour éveiller les enfants à ces sujets que simplement s'asseoir et donner un cours magistral. Bon, puisqu'on arrive en fin d'émission, où est-ce que l'on peut vous retrouver et surtout à quel tarif? Alors, donc, le monde de Noé, il y a un oasis magique, mais cet oasis magique, on peut y accéder à travers nos différents centres. Donc, à Paris, on a 2 centres. On a un centre qui se trouve donc Porte Dauphine, et on a également un deuxième centre qui se trouve à côté de la gare Montparnasse, donc place de Catalogne. Donc ça, c'est pour Paris. On a également un centre donc à côté de Lille, à Croix, et on va ouvrir 2 autres centres, donc à Lyon et à Bordeaux, au cours de l'année.
Et pour quel tarif on y accède? Donc, on a, comme je disais, 2 offres principales. L'offre explorateur à partir de 4 ans. Donc, pour une famille de 4, ça va revenir à 99 €. Et ensuite, on a une offre éveil, donc à destination des tout-petits. Et là, pour, par exemple, un papa qui va accompagner son bébé, ça va être donc 39 €. Bon, merci beaucoup Edgar Bonvalot d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Le Monde de Noé. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous, comme toujours, de nous suivre. On se retrouve demain à 12h30 sur School TV, toujours avec beaucoup de plaisir et d'ici là, portez-vous bien.